Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là, nombreux et nombreuses, pour cette dernière conférence des ouvertures 2023-2024 qui avait donc pour thème le cycle de l'eau. Donc le cycle, la boucle est bouclée puisque la conférence du jour traitera de l'urine, mettra l'urine en vedette avec Bénédicte Buffin-Meyer. Je vais vous en dire quelques mots, voilà. Donc Bénédicte Buffin-Meyer est physiologiste spécialisée dans la compréhension du fonctionnement des reins et de leur dysfonctionnement en cas de maladie. Après avoir obtenu un doctorat au Collège de France à Paris et effectué un postdoc au CEA Saclay, elle a rejoint en 1999 notre université à Toulouse en tant que maître de conférence. Depuis, elle travaille à l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires sur Angueil au sein de l'équipe AirFlab qu'elle représentera en quelques mots ensuite dans son exposé. Les projets de recherche de Bénédicte s'insèrent principalement dans un contexte pédiatrique. Ils portent en effet sur l'étude des malformations des reins qui représentent la première cause d'insuffisance rénale terminale chez les enfants. Ces projets ont une double finalité, non seulement mieux comprendre les mécanismes responsables de ces anomalies, mais également repérer à un stade précoce, souvent in utero, les patients qui ont un risque élevé de développer une pathologie rénale grave. En parallèle de son activité de recherche, Bénédicte assure également une charge importante d'enseignement destinée aux étudiants de licence et de master de l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier. Ces enseignements sont plus ou moins proches de ses activités de recherche, mais ils ont tous comme point commun la physiologie qui place l'organisme dans sa globalité au centre de ses préoccupations. Voilà, je laisse la parole à Bénédicte. Merci beaucoup pour cette introduction, merci surtout pour cette invitation et puis merci à vous tous d'être venus. Alors l'urine, oh mon urine, comme il chantait à tue-tête ce matin au laboratoire, l'urine en fait c'est un vrai mouchard. La preuve, voilà ici 3 individus en excellente santé à qui on demande de recueillir pendant 24 heures leurs urines pour mesurer le débit urinaire. On voit que les 2 personnes de gauche urinent beaucoup moins que la personne de droite et en fait sans trop se tromper, on peut dire que les 2 personnes à gauche, elles ont beaucoup plus bu au cours de leur journée que la personne de droite. Si maintenant on regarde le contenu en NaCl, c'est-à-dire en sel dans l'urine, là on voit qu'à gauche la personne a beaucoup plus de sel dans son urine et à nouveau, sans trop se tromper, on peut dire que la personne à gauche mange des repas beaucoup plus salés que la personne du milieu. Donc l'urine est un vrai mouchard et pour essayer de comprendre ça, il faut revenir en fait à l'activité des reins qui sont les organes qui produisent l'urine. Donc là vous avez 2 reins. Ils sont situés de part et d'autre de la colonne vertébrale. Ils sont un petit peu en arrière dans le dos, à hauteur de la 11e et de la 12e paire de côtes. Et ces reins, en fait, comme n'importe quel autre organe de notre organisme, ils sont connectés à un réseau de tuyaux qui sont les vaisseaux sanguins, qui vont amener le sang et qui vont drainer loin d'eux le sang. Et puis, contrairement à la majorité des autres organes, les reins sont aussi connectés à un 2e réseau de tuyaux. C'est le tractus urinaire que vous avez en jaune, composé des 2 urotères, et puis on ne la voit pas, la vessie, et on ne voit pas encore en dessous l'urètre. Et ce tractus urinaire a pour mission d'évacuer l'urine hors de notre organisme pour aller donc dans les toilettes. Et ainsi, avec ce double réseau de tuyaux, les reins vont en fait exercer 2 missions essentielles dans notre organisme. Sa première fonction, que peut-être vous connaissez, c'est une fonction d'épuration. Les reins vont éliminer hors de notre corps les déchets. Ils vont prendre les déchets dans le sang, les mettre dans l'urine et hop, nous on envoie derrière l'urine dans les toilettes. La deuxième fonction des reins, et en général elle est un petit peu moins connue, c'est d'éliminer hors du corps l'excès d'eau et de sel. Et de cette manière-là, les reins s'assurent à ce qu'en permanence, la quantité d'eau et de sel est hyper optimale dans notre organisme. Pour effectuer tout ça, pour produire l'urine, les reins sont équipés de plein de petits tubes qui sont représentés ici en Y. Ces petits tubes, ça s'appelle des néphrons et on en a 1 million dans chaque rein.
Ces néphrons vont produire l'urine et ils produisent l'urine toujours par l'intermédiaire de 3 étapes, filtration, réabsorption et élimination. Donc la filtration, c'est quoi? C'est là. Une partie, c'est le sang qui est filtré, ça veut dire qu'une partie des constituants du sang vont quitter les vaisseaux sanguins et pénétrer à l'intérieur du néphron pour former l'urine primitive. Puis, une grosse partie des substances qui sont présentes dans cette urine primitive vont retourner dans le sang, et ça, on appelle ça la réabsorption. Et puis tout ce qu'il y avait dans l'urine primitive, mais qui n'a pas été réabsorbé, ça va constituer l'urine finale, et c'est ça qui va être éliminé hors de notre organisme. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, chaque constituant du sang va subir une combinaison filtration, réabsorption, élimination qui va lui être propre. Donc je vais vous montrer quelques exemples. À gauche, les déchets. Les déchets sont dans le sang, ils sont filtrés, et les néphrons sont malins, ils ne les ramènent pas par réabsorption dans le sang. Donc les déchets sont éliminés dans l'urine, c'est parfait. Si on regarde maintenant l'eau et le NaCl, en fait les deux se comportent de la même manière. Ils sont tous les deux filtrés, ça correspond quand même à 200 litres d'eau qui est filtrée chaque jour. Ils sont majoritairement, mais pas complètement, réabsorbés, et le delta, qui a été filtré mais pas réabsorbé, est éliminé dans l'urine finale. Et en ce qui concerne l'eau, ça correspond à peu près à 1,5 litre d'eau chaque jour, c'est 1,5 litre d'urine chaque jour. Si jamais vous êtes dans le désert, hyper assoiffé, rien à boire, les néphrons vont recevoir des signaux qui vont lui dire de maximiser ici cette réabsorption. De cette manière-là, vous éliminerez très peu d'eau, minimum quand même 500 millilitres chaque jour. Et puis l'inverse marche aussi. Si vous êtes en train de boire et de boire et de boire d'énormes quantités d'eau, les néphrons vont recevoir des signaux qui vont cette fois-ci lui dire de minimiser cette réabsorption. Comme ça, l'excès d'eau va être éliminé dans l'urine et le maximum, c'est 10 litres d'eau, 10 litres d'urine éliminés chaque jour. Maintenant, si on regarde les cellules sanguines et les grosses protéines, ça, c'est des trucs trop gros, beaucoup trop gros pour être filtrés. Donc, ça ne rentre jamais dans le néphron, ça reste dans le sang, si bien qu'on ne les trouve jamais dans l'urine finale. Un individu en bonne santé n'a pas de cellules sanguines et n'a pas de grosses protéines dans son urine. Et puis le dernier exemple à droite, c'est le glucose. Donc le glucose, c'est une toute petite molécule, donc c'est sans problème filtré. Et la particularité du glucose, c'est qu'en fait ici, il est entièrement réabsorbé. Et du coup, il n'y a pas de glucose dans l'urine d'un individu en bonne santé. Donc l'urine est un vrai mouchard, c'est sûr, mais ce qui est pas mal, c'est que c'est un mouchard qui est quand même extrêmement précieux. Et ça fait hyper longtemps que les médecins le savent. On retrouve déjà au XVIe siècle cette image de la roue des urines qui met en relation en fait l'odeur de l'urine, sa couleur, sa texture, même parfois son goût, avec différents états pathologiques. Peut-être que vous aussi, vous avez eu l'occasion à la maison de tester cette propriété. L'urine est quand même un mouchard bien précieux en utilisant des bandelettes urinaires. Donc les bandelettes urinaires, c'est ça. C'est des petites tiges en plastique que l'on va tremper dans l'urine et qui va prendre des colorations différentes en fonction de ce qu'on trouve dans les urines. Par exemple, je prends ici une personne avec une maladie rénale. Elle a une maladie rénale et pour cette raison ici, le filtre là est hyper abîmé. Il y a des énormes trous, c'est une vraie passoire. Et donc des choses qui d'habitude ne devaient pas être filtrées vont cette fois-ci être filtrées. En particulier, les grosses protéines qui n'ont rien à faire dans l'urine primaire, les voilà, si, elles peuvent venir et elles vont être éliminées dans l'urine. Donc quand on plonge la bandelette, au niveau de la ligne protéines ici, ça va changer de couleur. Et on va dire que la présence de protéines dans l'urine, en fait, est le signe de la présence d'une maladie rénale. Et dit autrement, la présence de protéines dans l'urine, quelque part, c'est un biomarqueur d'une maladie rénale. Si maintenant je prends une personne qui souffre d'un diabète, donc les diabétiques, ce sont des gens qui ont des concentrations hyper élevées de glucose dans leur sang. Donc il y a plein de glucose ici. Le glucose est filtré
Et on se retrouve avec plein de glucose dans l'urine primitive, puisque la filtration se fait au prorata de ce qu'il y a dans le sang. Normalement, tout le glucose est réabsorbé, mais là, il y en a tellement dans l'urine primitive que les systèmes de réabsorption, en fait, sont complètement dépassés, sont saturés, ils font de leur mieux au max, et ce qui est filtré, mais qui n'est pas réabsorbé, bah, du coup, ça apparaît dans l'urine. On plonge la bandelette, et au niveau de la ligne glucose, ça va changer de couleur. Donc, on va dire, le glucose dans l'urine est un biomarqueur du diabète. Et puis si un jour, du coup, on détecte chez vous du glucose dans l'urine, alors on va vous inviter à aller faire une prise de sang de façon à vérifier qu'effectivement, il y a bien beaucoup de glucose dans votre sang. Donc maintenant, on a un petit peu mieux que nos 5 sens, on a un peu mieux quand même aussi que ces bandelettes urinaires, on a des techniques hyper sophistiquées, des équipements hyper sophistiqués, hyper sensibles, qui vont nous aider à détecter dans l'urine la présence de substances qui sont là dans des toutes petites quantités. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas quelques molécules dans l'urine grâce à ces techniques, mais il y en a des dizaines et des dizaines de milliers. Donc toutes ces molécules qui sont faiblement représentées, ben, potentiellement, ça peut être des biomarqueurs de différentes maladies. Maladies de l'ensemble des organes ou maladies plus précisément du rein. L'urine est donc un vrai réservoir de biomarqueurs de maladies et pour cette raison-là, l'urine est vraiment le miroir de notre santé. Alors comment utiliser ces biomarqueurs? Il faut essayer de ne pas les utiliser de manière isolée. Par exemple, si j'urine rouge, ça veut dire qu'il y a peut-être des cellules sanguines dans mon urine, ce qui signe peut-être un dysfonctionnement quelque part, en particulier au niveau de mes reins. Et c'est embêtant. Mais je peux uriner rouge aussi parce que j'adore les betteraves et auquel cas, il n'y a pas du tout de problème. Donc ne travailler qu'avec un seul biomarqueur, c'est dangereux, ça peut être le reflet de plusieurs situations. Et l'objectif du coup, quand on peut, c'est d'essayer d'utiliser plusieurs biomarqueurs, de les combiner ensemble pour former du coup une empreinte, un QR code, ou moi je vais dire une signature moléculaire de différents états. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces signatures moléculaires? En fait, on peut faire plein de choses. On peut faire du diagnostic, c'est-à-dire dire à un individu bah, tu es malade ou tu ne l'es pas, et si tu es malade, bah, voilà quelle est la maladie que tu as. On peut faire de la stratification, c'est-à-dire dire à un individu tu es malade et le stade de ta maladie il est plutôt super avancé ou au contraire non, c'est très très précoce. On peut faire par exemple de l'efficacité, suivre l'efficacité d'un traitement. Et puis on peut faire, et là je trouve que c'est très très fort, on peut faire du pronostic, c'est-à-dire prévoir à l'avance quelle sera l'évolution d'une maladie. Donc dans la suite de cet exposé, c'est ça que j'aimerais vous illustrer. Une étude qu'on a effectuée au laboratoire, une étude dans laquelle on a identifié une signature moléculaire qui avait des visées pronostiques. Ça me permet du coup de présenter toute l'équipe. Donc on s'appelle le RF Lab, on est à l'Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires de Rangueil. Voilà tous les gens de l'équipe. C'est une équipe qui est dirigée par Julie Klein et Joost Chanstra. C'est une équipe comme n'importe où qui est constituée de doctorants, d'ingénieurs sans lesquels en fait le labo ne tournerait jamais, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, et puis chez nous on a un petit peu la particularité d'avoir des cliniciens qui sont hyper actifs dans notre recherche. Notre point commun à tous, c'est de travailler là sur les maladies rénales. Pourquoi on travaille sur les maladies rénales? Parce que c'est un gros problème de santé publique. Il y a dans le monde 850 millions d'individus qui souffrent d'une maladie rénale. C'est une personne sur 10, et c'est sacrément embêtant quand on sait qu'en fait, inéluctablement, ces gens-là, de manière plus ou moins rapidement, ils vont évoluer vers l'insuffisance rénale terminale qu'il faudra soigner, soit en dialysant, soit en transplantant. Autre chiffre aussi qui est un petit peu embêtant, c'est que le nombre de patients atteints de maladie rénale ne fait qu'augmenter et on estime qu'en 2040, la mortalité liée aux maladies rénales sera au rang numéro 5 des causes de mortalité dans le monde. Donc c'est super important de travailler sur les maladies rénales et dans l'équipe, on l'aborde en gros de 3 manières. Premièrement, en identifiant des biomarqueurs, des signatures moléculaires de ces maladies.
Deuxièmement, en essayant de comprendre les mécanismes à l'origine de ces maladies dans le but de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. Et le troisième point, on s'intéresse aux complications induites par ces maladies rénales. Et notre objectif ultime, alors on ne l'atteint pas toujours, même rarement, c'est d'essayer d'améliorer la prise en charge des patients souffrant de maladies rénales. Moi, dans mon travail, je m'insère quand même plus particulièrement dans le groupe biomarqueurs, signatures moléculaires, et donc c'est ça que je vous présente. Identifions une signature moléculaire pronostique que l'on va impliquer dans un contexte particulier qui est un contexte prénatal, de médecine donc anténatale, et essayons de prévoir l'évolution d'une maladie particulière qui sont les anomalies congénitales des reins et du tractus urinaire. Alors, ces anomalies congénitales des reins et du tractus urinaire, en anglais et en abrégé, ça s'appelle l'ECACUT. Qu'est-ce que c'est? C'est tout un ensemble de malformations des reins et des voies urinaires qui vont empêcher le rein de se développer correctement au cours de la grossesse. On les détecte toujours par échographie, en général in utero, donc pendant la grossesse. Et quelles sont ces malformations? En fait, elles sont hyper variées. Ça peut être un rein plus petit. Ça peut être un rein qui possède énormes kystes. Ça peut être un rein qui est hyper gonflé parce que là, en fait, au niveau de l'urétère, il y a quelque chose qui gêne l'écoulement de l'urine et du coup, l'urine s'accumule au-dessus et fait gonfler le rein et l'abîme. Ça peut être tout simplement, entre guillemets, un rein qui est absent. Et puis, ça peut toucher soit un rein, soit, et c'est plus dramatique, soit l'ensemble des deux reins. Chacune de ces malformations, elle est assez rare, mais quand on les rassemble toutes, en fait en France, ça touche quand même 4000 fœtus chaque année. Dans 40% des cas, ça conduit à une interruption médicale de grossesse, et puis quand la grossesse s'est poursuivie, ça explique 40% à peu près des cas d'insuffisance rénale chez l'enfant. Lorsque le CACUT, la malformation, ne touche qu'un seul rein, à gauche c'est le CACUT unilatéral, le pronostic en fait il est très clair, on sait ce que va devenir le petit, le pronostic est très bon, le petit ira super bien après sa naissance. Dans les cas extrêmes de CACUT bilatéral, par exemple un fœtus qui n'a pas du tout de rein, là aussi le pronostic est très très clair, on le connaît, et hélas malheureusement il est très très sombre. Le gros problème, c'est dans le cas des formes intermédiaires ici de CACUT bilatéral, où il y a un gros point d'interrogation. Que va devenir le petit? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que certains, en fait, iront super bien après la naissance, alors que d'autres, au contraire, développeront très rapidement une insuffisance rénale précoce. Et la grosse difficulté, c'est que dans ces cas donc, de forme intermédiaire de CACUT bilatéral, en fait, on ne sait pas dire aux familles quelle sera l'évolution de leur petit. Actuellement, en clinique, il n'y a pas d'outils qui permettent de dire quelle va être l'évolution de ces enfants. Donc ça gêne fortement la prise en charge des grossesses, ça gêne fortement le conseil prénatal qui est délivré aux familles par les médecins, et ça va entraîner au moins deux conséquences fâcheuses. La première, c'est qu'il y a des petits qui naissent avec une insuffisance rénale sévère, petits pour lesquels en fait on n'a pas bien anticipé le démarrage de la dialyse ou des soins palliatifs. Autrement dit, c'est des petits qui ne sont pas super bien accueillis. La deuxième conséquence, et qui est plus gênante aux yeux du néphropédiatre de l'équipe, c'est que ça conduit, dans un nombre quand même assez important, à une interruption de grossesse, alors qu'en fait, les atteintes rénales, elles n'étaient pas très très graves. Et ça a été montré pour la première fois dans un papier de Hogan en 2012. Hogan, il a répertorié 10 familles qui attendaient un fœtus à qui on avait dit « ce fœtus, votre fœtus, il a un CACUT bilatéral ». On avait proposé, le corps médical avait proposé à ces 10 familles d'interrompre la grossesse, et puis pour différentes raisons, les familles avaient dit « non, non, nous, on n'interrompt pas la grossesse ». Donc les petits ont été bien sûr hyper bien suivis, pris en charge, et puis le bilan a été fait 2 ans et demi plus tard. Sur les 10 petits, certains sont nés, et il y en a 5 sur les 10 qui en fait allaient super bien. Ils avaient une fonction rénale tout à fait normale. Autrement dit, on a proposé une interruption de grossesse qui, dans 5 cas, aurait été effectuée, et je mets des guillemets, de manière injustifiée sur le plan clinique. D'accord ?
Donc c'est sacrément embêtant et ça montre qu'il y a vraiment un besoin de développer de nouveaux outils pour être capable de prédire in utero la fonction rénale postnatale de ces fœtus avec CACUT. Et c'est là-dedans qu'on s'est positionné. C'était donc notre objectif. Essayons de développer cet outil qui manque. Alors, on a l'objectif. Quelle a été la stratégie qu'on a adoptée? On a décidé de se focaliser sur ce qu'on appelle le peptidome du liquide amniotique. On a décidé de chercher une signature moléculaire de la sévérité des atteintes rénales en étudiant ce qu'on appelle le peptide du liquide amniotique, le peptidome, pardon. Donc je vais définir chacun de ces termes. Peptidome, on entend le suffixe ome. Ome, ça veut dire quoi? Ome, ça vient de l'analyse ohmique. Une analyse ohmique, c'est une analyse de l'ensemble des substances qui sont présentes à un moment donné et à un endroit donné. Autrement dit, on analyse de manière globale les choses qui sont présentes à un endroit donné. Et pour illustrer l'intérêt de ça, voilà ici une petite histoire qui s'appelle la parabole de l'éléphant et des aveugles. C'est un conte dans lequel un roi demande à 6 aveugles d'aller un petit peu toucher un animal, c'est un éléphant mais eux ne le savent pas, et de dire en fait ce qu'ils sont en train de toucher. Le premier, par exemple, est en train ici de toucher la trompe et il dit « moi je sais ce que c'est, en fait c'est tout simplement un serpent ». Il y en a un second ici qui est en train de toucher la patte et puis il dit « mais n'importe quoi, c'est pas un serpent, en fait c'est un tronc d'arbre que j'ai là ». Un troisième, et puis je ne vais pas tous les faire, est en train de toucher la queue et il dit « mais non, c'est pas un serpent, c'est pas un tronc d'arbre, c'est une corde ». Donc en fait, ils sont tous les 6 en train de regarder exactement le même objet, de regarder exactement le même animal, à la limite la même maladie, et pourtant, ils ont l'impression de tous voir quelque chose de différent. Autrement dit, il ne faut pas aborder les choses, les objets, les animaux, les maladies, uniquement par un petit bout de la lorgnette, non, non. Il faut essayer de regarder globalement la situation, et c'est ça l'objectif de ces analyses ohmiques. Maintenant, on a travaillé sur le peptidome, donc on a regardé ome l'ensemble, peptide, l'ensemble des peptides. C'est quoi et pourquoi? Voilà ici 4 niveaux moléculaires. L'ADN, c'est-à-dire les gènes, l'ARN messager, les protéines et les métabolites. Parmi ces 4 espèces moléculaires, celle qui est la plus proche des caractéristiques d'une chose, d'un animal, d'une maladie, ce sont les protéines. On dit donc que les protéines sont proches du phénotype. Et il y a une illustration qu'on trouve dans la littérature de Jost Schanstracke là-bas, qui est le feu et qui illustre assez bien tout ça. Pour faire un feu, il faut des bûches. Si j'ai pas de bûches, j'aurai jamais de feu. Si j'ai beaucoup de bûches, est-ce que c'est sûr que je vais avoir un feu super? Non, pas forcément. En revanche, si j'ai beaucoup de bûches, potentiellement, je pourrais avoir un magnifique feu. Donc l'ADN, les gènes, les modifications dans l'ADN ou dans l'ARN messager, en fait, c'est le potentiel. C'est le potentiel de développer une maladie. Ensuite, ici, j'ai les protéines. En fait, tout le fonctionnement de nos cellules, de notre corps, en fait, il est lié à l'activité des protéines. Donc, en fait, les protéines, c'est les flammes du feu. Et puis ces protéines, certaines d'entre elles vont être capables de produire, en coupant plein de choses, des molécules plus petites qu'on va appeler les métabolites. Et en fait, les métabolites, c'est ici, la fin du feu, c'est les cendres. Donc c'est super, ça peut refléter ce qui s'est passé. Oui, mais c'est déjà fini, on n'est plus au cœur de l'action. Donc le message, c'est que les protéines, c'est vraiment ça qu'il faut regarder, c'est vraiment ça qui est au cœur de l'action dans un organisme. Et donc les modifications des protéines, a priori, ça pourrait être un bon reflet pour analyser les maladies. Et nous, on ne s'est pas intéressé aux protéines, on s'est intéressé aux peptides. Donc les peptides, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des toutes petites protéines. C'est des protéines qui ont été coupées en plein de petits morceaux pour donner les peptides. Avantage, c'est qu'en fait, c'est aussi proche du phénotype que la protéine. Et deuxième avantage, c'est que c'est beaucoup plus stable, puisque ça a déjà été coupé en petits morceaux, que ne l'est les protéines, que ne le sont les protéines. D'accord? Donc on va, pour notre signature, analyser l'ensemble des peptides présents
Où ça? Dans le liquide amniotique. Donc depuis le début, je crâne un peu en disant l'urine, c'est elle le miroir de notre santé. Et là, voyons voir, on ne va pas regarder dans l'urine ces peptides, non, on les regarde dans le liquide amniotique. Pourquoi on a fait ce choix? Le liquide amniotique, il est là, mais en fait, il est constitué majoritairement d'urine fétale. Et quand on regarde les peptides qui nous intéressent particulièrement, on a pu voir qu'en fait, 70% des peptides qui sont présents dans le liquide amniotique, ils sont aussi présents dans l'urine fétale. Donc en fait, le liquide amniotique est un bon miroir de l'urine fétale. Et puis l'urine fétale est un bon miroir du fœtus, de l'activité de l'ensemble des fœtus, de l'ensemble des organes du fœtus, et aussi de l'activité du rein des fœtus. Et si on regarde le contenu en petites protéines, 70% des petites protéines qu'il y a dans l'urine sont issues du rein et 30% sont issues du sang et donc de l'ensemble des autres organes. Donc nous, on s'intéresse aux maladies, aux malformations des reins du fœtus et donc on a fait un grand saut. Finalement, on devrait avoir un bon reflet de la maladie rénale en regardant le contenu en peptides du liquide amniotique. Et ce liquide amniotique a un énorme avantage par rapport à l'urine fétale, c'est que son prélèvement que l'on fait au moment de l'amniosynthèse, c'est peu invasif, en tout cas ça l'est beaucoup moins que le prélèvement de l'urine fétale qu'il faut aller chercher dans la vessie du fœtus in utero. D'accord? Donc on a notre objectif, trouvons des signatures pronostiques de ces malformations congénitales, on a la stratégie, le peptidome du liquide amniotique, maintenant ce qu'il nous faut c'est les patients. Et donc, on a monté, il y a longtemps, un essai clinique qui s'appelle l'essai Bioman, qui a été monté par notre équipe INSERM, le RF Lab, et par le CHU de Toulouse, porté par Stéphane de Kramer. Donc, c'est un essai clinique qui est prospectif, ça veut dire en gros qu'il avait été monté pour vraiment répondre à notre question. C'est un essai observationnel, ça veut dire qu'on ne rajoute aucune intervention pour nos recherches chez le fœtus. Et ça, c'est important. On a travaillé avec le liquide amniotique, issu d'une amniosynthèse, mais de toute façon, l'amniosynthèse, elle devait avoir lieu dans le cas des soins de ces petits. On a juste récupéré les fonds de tube du liquide amniotique, avec bien sûr l'accord des familles. C'est une étude multicentrique, ça veut dire qu'elle a impliqué plusieurs hôpitaux, et là, c'est important, parce qu'on travaille avec une maladie rare quand même, donc il faut quand même embarquer avec nous plein de cliniciens, plein d'hôpitaux, majoritairement français, on en avait quand même un venant de Belgique. Ça nous a permis de recruter au total 140 fœtus qui portaient un cacute bilatéral, qui avaient donc des formations qui touchaient les deux reins. Ces 140 fœtus, ils ont été suivis jusqu'à l'âge de 2 ans après la naissance. C'était donc un suivi en gros au total de 2 ans et demi. Et à l'âge de 2 ans, on a fait le bilan, les cliniciens ont fait le bilan. Les 2/3 de ces petits allaient super bien, leur fonction rénale était quasi parfaite et donc ils font partie du groupe non sévère. Et puis malheureusement, il y en a quand même un tiers qui a développé très vite une insuffisance rénale sévère et du coup, ils font partie du groupe sévère. Cette cohorte-là de patients, c'est actuellement la plus grande cohorte qui existe au monde et qui est focalisée sur les anomalies de cacute bilatéral. Alors, pour identifier une signature, pour mettre au point notre outil, il faut procéder en plusieurs étapes. Et la première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape de training. Il faut absolument identifier quels sont les peptides dans le liquide amniotique qui sont associés à la sévérité des atteintes rénales. Au total, on avait 140 patients et donc on a travaillé avec un petit set de ces 140 patients, 53. Dans le cadre de leur prise en charge classique, ces fœtus ont subi une amniosynthèse et le fond de tube du liquide amniotique a été congelé. Et puis nous, on a patienté. Les médecins ont pris en charge, comme d'habitude, ces patients et le bilan a été fait 2 ans et demi plus tard. 35 sur les 53 à l'âge de 2 ans avaient une fonction rénale postnatale parfaite et 18 ont développé très rapidement une insuffisance rénale. Du coup, nous, c'est là qu'on intervient. On a repris dans le congélateur, en gros, les tubes avec du liquide amniotique et on a analysé par spectrométrie de masse le contenu en peptides de ce liquide amniotique. Et puis, on a fait une analyse statistique, ça veut dire qu'on a comparé l'abondance de ces peptides
entre le groupe des fœtus qui ont très bien évolué 2 ans après, le groupe non sévère, et le groupe des fœtus, le groupe sévère. On a donc comparé l'ensemble des peptides, il y en avait quand même 5000 dans le liquide amniotique, et sur ces 5000 peptides, il y en a 98 qui ont une abondance différente entre les deux groupes. Donc ces 98 peptides, potentiellement, ce sont des biomarqueurs associés à la sévérité des atteintes rénales chez ces fœtus. Si on regarde un petit peu la nature de ces 98 peptides, la majorité d'entre eux sont des fragments de collagène. Une minorité, c'est des fragments non collagéniques. Donc, par exemple, on trouve des fragments de l'ostéopontine, qui est une molécule impliquée dans l'inflammation, ou on trouve aussi 3 fragments venant de cette protéine, la thymosine bêta-4, qui est plutôt une protéine impliquée dans les phénomènes de réparation. Donc, on a 98 peptides. Et maintenant, il va falloir les combiner pour avoir une signature. Quand on les combine, c'est là qu'on fait un petit peu d'intelligence artificielle. On va générer un algorithme de machine learning, c'est-à-dire qu'on va générer une équation mathématique qui va tenir compte de l'abondance de ces 98 peptides dans le liquide amniotique et qui va donner comme résultat de l'équation un score de prédiction. Si le score est très élevé, le petit est prédit dans le groupe sévère. Si le score est faible, le fœtus est prédit dans le groupe non sévère. Donc, première étape, on a identifié notre signature. On l'a appelée B-CACUD-PEP. PEP pour peptide, B bilatéral, CACUD, nos fameuses anomalies des reins et du tractus urinaire. Maintenant qu'on a cette signature, la deuxième chose qu'il faut faire obligatoirement, c'est de la valider. Donc là, on prend des nouveaux patients, 51, qui n'ont actuellement jamais été, entre guillemets, utilisés. Qu'est-ce qu'on fait dans ces 51 nouveaux fœtus? On prélève leur liquide amniotique, donc ce sont toujours les fonds de tube au cours de l'amniosynthèse, et on va aller mesurer l'abondance des 98 peptides qui nous intéressent. On va mettre l'abondance de ces 98 peptides dans notre équation mathématique, on va obtenir un score, et on va donc prédire, avec ce score, la fonction rénale postnatale. Est-ce que le petit sera plutôt dans le groupe non sévère ou est-ce que le petit sera plutôt dans le groupe sévère? Et puis on regarde nos résultats. Donc voilà ici un graphe où vous avez au total 51 points. Ça correspond aux 51 fœtus de ce groupe utilisé pour la validation. En axe vertical, c'est le score de ces fœtus. Il y a ici une ligne horizontale, c'est le seuil de prédiction. À chaque fois que le score est au-dessus de ce seuil, on prédit le fœtus dans le groupe sévère. Et puis à l'inverse, si le score est inférieur au seuil, le petit est prédit dans le groupe non sévère. Donc là, si on regarde les résultats de la prédiction, globalement, il y en a pas mal qui sont prédits non sévères, et puis on en a quand même là, un peu moins de la moitié, qui étaient prédits dans le groupe sévère. Maintenant, c'est bien joli de prédire ça, mais ce qu'il va falloir faire, c'est confronter la prédiction avec la vraie vie clinique de ces fœtus. Donc on téléphone aux médecins et on leur dit quel est le statut réel de ces petits à 2 ans de vie. Donc à gauche, en blanc, ce sont tous les fœtus qui, à 2 ans, allaient très bien. Il y en avait 34, groupe non sévère. Et puis à droite, ce sont les petits qui n'allaient pas bien, groupe sévère. Et puis maintenant, on va comparer donc nos résultats avec la réalité. Et on va pointer les erreurs de prédiction qui sont mises en rouge ici. Effectivement, lui, notre signature l'avait prédit dans le groupe sévère, alors que le médecin nous a dit non, non, il va très très bien ce petit. Une erreur. Et là, ces 2 petits-là, en fait, ne vont vraiment pas bien. Et nous, pourtant, la signature avait dit, si, ils sont prédits non sévères. Donc, en fait, on s'est trompé 3 fois sur les 51. D'accord? Pour terminer la validation, il faut évaluer, chiffrer les performances de la signature. Une première façon de faire, mais on ne l'utilise pas beaucoup, c'est le petit calcul que je viens de vous faire là. On s'est trompé 3 fois sur 51, donc dit dans l'autre sens, la prédiction a été juste dans 48 fœtus sur les 51. On appelle ça la justesse, et donc notre signature, à 94% de justesse, ça veut dire qu'elle prédit correctement le devenir de ces petits dans 94% des cas. Plutôt pas mal.
Ce critère-là, on ne l'utilise pas beaucoup, on utilise plutôt ici la sensibilité et la spécificité. Donc la sensibilité, c'est quoi? C'est le pourcentage de fœtus du groupe sévère qui est correctement prédit par la signature. Si je reviens en arrière, on avait 17 fœtus qui réellement étaient dans le groupe sévère, on s'est trompé 2 fois, donc on a bien prédit 15 fois sur les 17, c'est ça la sensibilité, 15 sur 17, c'est 88%. C'est pas magique, mais c'est quand même pas mal. Le deuxième paramètre, c'est la spécificité qui là s'intéresse au groupe non sévère, c'est le pourcentage de fœtus non sévères correctement prédits. Je reviens en arrière. Le groupe non sévère, il y en avait 34. On s'est trompé une fois. Donc on a vu juste 33 fois. 33 sur 34, ça fait une spécificité égale à 97%. Et ça, c'est vraiment bien. Et c'est hyper important dans le contexte clinique que l'on souhaite, c'est-à-dire essayer de limiter un petit peu les interruptions de grossesse qui sont faites, entre guillemets, à tort. Donc une spécificité 88%, une spécificité 97%, une sensibilité 88%. Et on a un troisième critère d'évaluation des performances qui s'appelle l'air sous la courbe de Rock. Voilà ici une courbe où vous avez la sensibilité en fonction, en gros, de la spécificité. On voit une courbe ici qui est en pointillé. Ça, c'est la courbe lorsque la prédiction est parfaite. L'air sous la courbe, qu'on peut calculer au niveau mathématique, AUC, elle est égale à 1. Donc ça, c'est vraiment les outils hyper performants. Ce n'était pas notre cas, on n'avait pas une AUC égale à 1. Ensuite, ici, la diagonale du milieu, qui donne une aire sous la courbe égale à 0,5, c'est la diagonale qui correspond à une prédiction aléatoire. Donc si on a un outil qui se superpose avec cette diagonale, ben en fait c'est un outil qui est complètement nul. Voyons voir notre signature, nous, elle est en bleu, voilà la courbe de Rock, on a calculé l'air sous la courbe, on est bien loin du 0,5, super, on n'est pas complètement égal à 1, ok, on est à 0,96, mais on est malgré tout pas très très loin du 1 parfait. Donc on avait une bonne sensibilité, une excellente spécificité, une excellente aire sous la courbe, donc on a quand même une signature qui marche vraiment bien pour prédire le devenir rénal postnatal de ces fœtus avec CACUT. C'est pas le tout d'avoir une signature qui marche bien, il faut ensuite obligatoirement le comparer à l'existant et démontrer que la signature qu'on vient de mettre au point, en fait, elle apporte une plus-value. Et donc la plus-value, en fait, elle peut être très différente. Ça peut être un outil beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide à mettre en œuvre que ce qui existe, ça c'est bien. Ça peut être un outil très bon marché, alors que peut-être l'outil qui existe actuellement coûte super cher. Nous, dans notre cas, c'était pas ça le problème, c'était que les outils qu'il y avait à disposition, ils n'étaient pas très très bons. Donc la question a été, est-ce que notre signature prédit mieux que ce que la clinique actuellement est capable de faire? Actuellement, donc, que font les cliniciens? En fait, ils prédisent comme ils peuvent avec l'échographie. Et ce qu'ils regardent en particulier dans l'échographie, c'est le volume de liquide amniotique. Une altération du volume de liquide amniotique, liquide réduit ou même carrément inexistant, c'est au niveau échographique le paramètre qui est le plus associé, qui est le meilleur paramètre associé au pronostic. Donc on a donc regardé les performances de ce volume de liquide amniotique et on va le comparer aux performances de notre signature. On a pris 2 cas de figure pour regarder les performances du liquide amniotique. Le premier cas de figure, c'était dans l'essai clinique que l'on avait monté, celui qui était utilisé pour montrer, pour identifier la signature. Dans cet essai clinique, le liquide amniotique prédisait la fonction rénale postnatale des fœtus avec une aire sous la courbe égale à 0,84. 0,84, c'est vraiment bien moins bien que le 0,96 de notre signature. Et puis ensuite, on a pris les résultats issus de la littérature. Parce que finalement, regarder ces performances dans l'essai Bioman, c'est pas la vraie vie. On est dans le cadre d'un essai, tout le monde est très concentré, on fait attention, tout le monde a des directives, c'est très standardisé. Alors que dans la littérature ici,
C'était finalement toutes les études qui se font actuellement hors protocole. Et là, l'air sous la courbe est égal seulement à 0,78. Donc le message, c'est qu'on a une signature qui est super performante et qui est bien meilleure que ce que les cliniciens ont actuellement à leur disposition. Pour terminer cette étude, on a appliqué notre signature dans un contexte un petit peu particulier. Tout à l'heure, je vous avais dit, il y a quand même pas mal de grossesses qui, a priori, sont interrompues cliniquement à tort, de manière injustifiée. Si on regarde, nous, dans notre cohorte, sur les 140 patients, il y en a pas mal qui ont subi une interruption de grossesse, et en particulier là, on en a 32. 32 interruptions de grossesse avec des parents qui avaient accepté qu'il y ait derrière, après l'interruption, une analyse en fait de leur fœtus décédé. Ces fœtus ont été analysés et les résultats de la fœtopathologie ont été visualisés par 3 cliniciens qui se sont prononcés sur la gravité des atteintes qu'ils voyaient en histologie. Très très grave, pas très grave, très compatible avec une vie normale, autrement dit quasiment pas d'atteinte. Sur les 32 fœtus qui avaient subi une interruption de grossesse, il y en a 8 pour lesquels les lésions rénales en fait étaient très faibles, étaient compatibles avec une vie d'excellente qualité. Donc dans notre essai clinique, en fait, il y a eu 8 fœtus sur les 32 qui ont subi une interruption de grossesse cliniquement à tort. On a scoré avec notre signature le liquide amniotique de ces fœtus pour prédire quel était leur devenir. Les voilà, ces fœtus, les 8 sont là. Sur les 8, il y en a 6 qui étaient prédits dans le groupe non sévère par notre signature et 2 qui étaient prédits dans le groupe sévère. Et puis la vraie vie clinique, c'est qu'il n'y avait pas d'atteinte rénale, même s'il y a eu une interruption de grossesse. Donc la vraie vie, c'est une clinique non sévère. Ça signifie donc que si la signature avait pu être utilisée, potentiellement, elle aurait pu éviter 6 interruptions de grossesse effectuées à tort sur les 8 ici dans l'étude. Donc la conclusion de tout ça, j'ai plus que 2 diapos, c'est qu'on a mis au point, donc on a identifié dans le liquide amniotique une signature qui est hautement performante et qui permet de prédire in utero la fonction postnatale rénale des fœtus avec un CACUT. C'est une signature qui est performante dans la mesure où elle est très précise, elle se trompe un petit peu mais rarement quand même. Elle est aussi objective et ça c'est pas mal parce que l'échographie elle est analysée grâce à différents appareils, donc les résultats peuvent être un petit peu différents. Elle est analysée par des professionnels qui peut-être ont des compétences différentes, le vrai échographe, le néphro qui n'est pas échographe, etc., etc. Donc toute l'échographie est plutôt subjective et là, nous, on est plutôt objectif. C'est le spectromètre de masse qui mesure les peptides dans le liquide amniotique. Et puis, on obtient aussi une prédiction qui est quantifiable puisqu'on a un score qui est plus ou moins proche du seuil fatidique de prédiction. On espère que l'utilisation de cette signature pourra ainsi améliorer la prise en charge des fœtus en jouant en particulier sur 3 points. Le premier point, c'est que ça devrait pouvoir alléger le fardeau psychologique qui pèse sur les familles à qui on annonce qu'ils ont un fœtus porteur de malformation rénale. Et un allègement un petit peu à 2 niveaux. Si le fœtus est prédit dans le groupe non sévère, ça permet aux familles de poursuivre leur grossesse de manière bien plus sereine. Et puis au contraire, si le petit est prédit plutôt dans le groupe à haut risque, dans le groupe sévère, ça peut quelque part aussi faciliter pour les parents, je vais mal le dire mais c'est pas grave, les déculpabiliser quant à la décision hyper difficile d'interrompre ou pas la grossesse. Le deuxième point, c'est qu'on espère, avec l'utilisation de cette signature, réduire le nombre de grossesses interrompues cliniquement à tort. Et puis, si jamais la grossesse se poursuit, alors que le fœtus a été prédit dans le groupe sévère, alors on espère que ça pourra faciliter l'accueil de ces petits en améliorant, en anticipant le démarrage de la dialyse ou en anticipant le démarrage des soins palliatifs. Et puis pour terminer, donc, une dernière diapo pour et après. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Comment on envisage un petit peu la suite de cette étude? Ce qui nous tient un petit peu à cœur dans l'équipe, c'est d'essayer de faciliter le transfert de cette
signature qu'on a mis au point au laboratoire, en clinique, c'est-à-dire l'utilisation dans la vraie vie, dans la prise en charge à l'hôpital de ces fœtus avec CACUT. Et pour ça, on a identifié un petit peu 3 points donc, pour faciliter l'implémentation en pratique courante. Le premier point, c'était d'essayer de transformer la signature en un outil plus facile d'utilisation au chevet du patient. Parce que là, nous, la mesure, elle repose sur l'utilisation du spectromètre de masse. C'est un équipement hyper volumineux, hyper cher. Il n'y en a pas beaucoup dans les hôpitaux. Et puis, il faut du personnel assez pertinent, assez expert, formé à l'utilisation de ce spectromètre de masse. Et du coup, on avait l'impression que ça allait peut-être un petit peu gêner le passage à la pratique courante en clinique. Donc, on s'est dit, c'est pas grave. Essayons du coup, avec des outils bien plus faciles à utiliser en clinique, essayons de transformer cette signature. Impossible d'avoir un outil tout simple pour mesurer les 98 peptides. On s'est dit, c'est pas grave, on va essayer de faire un outil qui va aller mesurer l'abondance dans le liquide amniotique de seulement 3 fragments, ceux qui sont issus de la thymosine bêta-4, et c'était les 3 fragments qui étaient vraiment ceux qui étaient parmi les 98 les plus importants dans la signature. On a mis beaucoup d'énergie pour essayer de développer des outils pour quantifier ça dans le liquide amniotique. Beaucoup de gens au labo ont travaillé là-dessus. On a eu beaucoup de financement, on a dépensé beaucoup de sous et malheureusement, en fait, on n'y est jamais arrivé. Peut-être qu'un jour, on y arrivera, mais on n'est quand même pas hyper optimiste. Donc, du coup, on va plutôt travailler sur, tant pis, le transfert de la grosse machine à l'hôpital. La deuxième chose qu'on voudrait faire, c'est valider la signature. Là, on l'a déjà validée chez 51 patients, mais plus on va la valider, mieux ça sera. On a 2 projets qui vont nous aider à valider ça. Le premier, c'est le projet Paperface. C'est un projet, en fait, qui est en partenariat avec donc, notre équipe, le CHU de Toulouse, et en fait, l'ensemble des CHU de France. Partenariat, en fait, où le clinicien, quand il fait face à une grossesse CACUT, il téléphone à notre clinicien en lui disant « J'aimerais bien bénéficier de votre signature peptidique du liquide amniotique pour prédire un petit peu le devenir de notre petit. » Donc nous, on reçoit l'info et en fait, après toutes les manips, 15 jours après, on est capable de redonner un score à notre clinicien qui, lui, rappelle son collègue ailleurs en France. Actuellement, on a déjà scoré 70 fœtus. Mais sur ces 70 fœtus, il n'y en a que 42 pour lesquels on a le statut rénal postnatal. Soit parce qu'il y en a plein qui ne sont pas encore nés, soit quelques-uns ont été perdus de vue. Donc on peut se prononcer sur 42. Et actuellement, ces 42, en fait, on a une spécificité, c'est-à-dire une prédiction des enfants qui vont bien, qui est parfaite, qui est de 100%. Je mets juste un petit bémol. C'est que dans ces 42 fœtus, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 2 ans. Donc on pourra vraiment donner les performances de notre signature dans ce projet Paperface que lorsqu'ils auront atteint l'âge de 2 ans. Le deuxième projet dans lequel on veut valider cette signature, c'est le projet anténatal. Ça, c'est un projet qui est en cours d'inclusion. Ça veut dire que les patients sont actuellement en train de rentrer. C'est un projet qui vise à recruter 200 fœtus avec CACUT bilatéral, une forme particulière de CACUT. On est bientôt au bout de l'inclusion. On a déjà 151 fœtus sur les 2 ans, sur les 200 attendus. Et le troisième point, et c'est le dernier, on aimerait aussi prouver l'utilité clinique de la signature pour réduire les grossesses interrompues à tort. Nous, on est convaincus que l'utilisation de notre signature pourrait apporter un bénéfice. Mais ça se trouve, les familles qui voient que la signature dit que le petit est bien prédit, peut-être qu'en fait, ils se moquent complètement de ce que donne le résultat de la signature. Peut-être que pour eux, non, quel que soit le résultat de la signature, il y a une nouvelle qui disait qu'il y avait des malformations et donc la décision ne va pas changer avec cette signature. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on arrive à prouver. Est-ce que réellement, dans la vraie vie, auprès des familles, cette signature va les aider éventuellement à ne pas prendre la décision d'interrompre la grossesse si le petit est prédit dans le groupe non sévère. Voilà, je vous remercie.